Bonjour à tous. Bonjour à tous, Laurent Sabatucci. Donc je suis membre de la SLOG et également président de OL. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce webinaire, d'avoir choisi ce webinaire. Je sais que vous êtes pas mal sollicité par des webinaires, donc merci d'avoir retenu celui-ci, qui est donc à l'initiative de France Supply Chain, pour essayer de vous donner quelques clés sur ce qu'on appelle l'entrepôt de demain, à la fois d'un point de vue technique et puis d'un point de vue aussi durable, énergie et des nouveaux enjeux. Donc c'est un sujet qui est assez technique. J'espère qu'on va réussir à le rendre intelligible et pas trop ennuyeux. Donc je vais commencer par présenter les différents intervenants. J'espère que... Voilà, formidable. Donc Vincent Barral, je pense que beaucoup de gens connaissent évidemment, qui est en charge de la supply chain de Louis Vuitton, qui est à l'initiative de ce webinaire, qui nous a demandé de préparer, qui est notre grand témoin et qui va commencer l'introduction sur sa vision de l'entrepôt de demain. Puis ensuite, on va rentrer dans des choses très concrètes avec Mario, qui dirige l'ingénierie de Systenza, qui est un spin-off du groupe OL et spécialisé dans l'ingénierie et l'AMO, dans la construction de bâtiments logistiques, pour ensuite faire un focus sur tous les aspects énergie et nouvelles obligations environnementales avec Benoît Dubois-Ten, qui est donc associé de Systenza et en charge du pôle énergie. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Vincent pour qu'il nous donne un petit éclairage un peu macro sur ce sujet. Oui, merci. Ça ne va pas durer très longtemps, mais on avait préparé cette petite introduction ensemble pour essayer de garder les messages qui me semblaient les plus importants. Ils tournent autour de deux. Mon premier souci quand on travaille à l'élaboration d'un projet de nouvel entrepôt est de se répéter régulièrement qu'on vit dans un monde absolument incertain et qu'on va engager notre société ou notre prestataire pour les 20 ou 30 prochaines années, alors qu'on n'a aucune idée de comment on va structurer le chiffre d'affaires dans les quelques semaines ou mois qui vont arriver. Donc, je dirais que quand nous, on se lance dans un projet de nouveau bâtiment, on se dit que notre bâtiment doit être hyper agile parce qu'on ne connaît pas l'évolution de notre chiffre d'affaires et la structure de notre chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Est-ce qu'on fera plus de e-commerce, moins de e-commerce, plus de retail, moins de retail, plus de maroquinerie, plus de prêt-à-porter, plus de gros objets, plus de petits objets? Donc, la première définition d'un entrepôt agile, pour moi, c'est un entrepôt qui sera capable de s'adapter à tout. Donc, on est plutôt contre toute grosse spécialisation. Et je crois qu'il faut qu'on essaye, nous, en tant que clients, quand on construit nous-mêmes nos entrepôts, ou quand vraiment on est le donneur d'ordre principal du prestataire, c'est qu'on se mette dans la peau du prochain client qui va utiliser cet entrepôt-là au final. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est finir les entrepôts où on pousse simplement des colis. Les entrepôts apportent une valeur ajoutée qui est de plus en plus importante au travers de l'omnicanal. En fait, on fait du chiffre d'affaires dans nos entrepôts. Et donc, nos entrepôts apportant une grosse valeur ajoutée doivent procurer les conditions de travail les meilleures possibles pour nos employés. Employés appartenant d'ailleurs à la société ou sous-traités, ça ne fait pas de différence. On fait du chiffre d'affaires dans nos entrepôts. On doit avoir des entrepôts qui accueillent tous les matins un personnel le plus engagé possible. Donc, la grande question, c'est comment construire des entrepôts agréables à vivre, agréables à travailler. Le métier de la logistique est un métier compliqué. Il est répétitif. Il peut être fatigant parce qu'il y a des charges qui peuvent être lourdes. Comment créer l'ambiance pour que ce soit le plus accueillant possible et que les conditions de travail soient les meilleures possibles? Voilà, c'est mon résumé. Quand on cherche un entrepôt, c'est les deux choses qu'on cherche. Des conditions de travail hyper agréables, où les gens soient plutôt contents d'arriver le matin sur leur lieu de travail, et des entrepôts agiles capables de s'adapter à tout. Et donc, je passe la main aux spécialistes qui, eux, suivent
beaucoup de projets d'entrepôt et qui connaissent mieux ça que moi. Donc, comment faire de nos entrepôts des entrepôts agréables et des entrepôts agiles capables d'adresser le business pour au moins les 20 ans qui viennent. Merci Vincent, on a bien compris le message. Mario, je te passe la parole. Donc Mario Gallinelli, si tu peux illustrer un petit peu les propos de Vincent en rentrant dans le concret sur la construction des bâtiments et les points clés qu'il ne faut pas rater dans ce bâtiment pour le rendre notamment agile. Tu es sur silencieux, Mario, ce qui est un avantage, c'est ça évite de dire Mario, tu es sur silencieux. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Si l'entrepôt paraît être un bâtiment assez simple à réaliser, il est d'abord conçu autour de contraintes réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces contraintes étant intégrées, une multitude de détails concourent ensuite à le rendre évolutif tout en améliorant les conditions de travail. On va aborder après quelques-uns de ces points. Alors, je vais passer. Voilà. Alors, les points que nous allons développer, c'est l'agilité du bâtiment à s'adapter à l'évolution de la logistique, la sécurité des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs et les espaces extérieurs. Quand on évoque l'agilité d'un entrepôt, on pense à l'agilité de la supply et à sa capacité à modifier son activité dans un délai très court. Qu'en est-il de l'évolutivité immobilière ? Quels sont les prérequis envisageables dès la conception, construction, qui participent à la souplesse de substitution d'activités différentes dans l'immeuble? Donc, on voit ici un schéma. La simple activité de stockage tend à évoluer vers des activités mécanisées, robotisées, auxquelles participent de plus en plus de collaborateurs sur des plateformes multi-activités. L'évolution de ces activités doit donc être rendue possible par une conception d'anticipation. On parle ici de dimension, de taille de cellules les plus grandes possibles, tout en prévoyant des mesures conservatoires pour les recouper ultérieurement. Optimiser la trame de charpente aux modes de stockage les plus contraignants, tout en libérant des zones de préparation de toute contrainte structurelle. Optimiser les hauteurs libres de stockage en fonction des contraintes de protection incendie. Intégrer les surcharges de toiture dès la conception, 100% de la totalité de la toiture pour le photovoltaïque, les rooftops et les différents aménagements possibles. Prévoir les toitures 100% en PV ready, même si l'obligation aujourd'hui est à 30%. Peut-être, excuse-moi Mario, je t'interromps, PV ready, donc c'est une toiture qui permettra d'accueillir des panneaux photovoltaïques. C'est ça. Donc, c'est les PV ready, c'est les surcharges sur la charpente, c'est le dimensionnement des bacs, c'est des isolants en particulier, une étanchéité adaptée à la mise en place future des panneaux photovoltaïques sans avoir à tout changer. Voilà. Et peut-être pour illustrer ton propos sur la partie les trames de charpente, donc c'est évidemment de supprimer tous les poteaux qui pourraient être dans les zones d'expédition et de réception, d'aligner les portes coupe-feu au-delà de la zone de réception, d'avoir des entr'axes de portes qui permettent de décharger en toute sécurité les camions, les flux des camions. Donc c'est une foule de détails qui font qu'un bâtiment sera performant et garantira la sécurité. Je te laisse continuer, pardon. Alors, on s'est aperçu sur nos dernières opérations qu'effectivement, l'évolution des exploitations impacte énormément sur le dallage. Donc, le dallage doit être dimensionné pour la mise en place de racks, de mezzanines sur ces dallages sans avoir à réaliser de fondations structurelles qui évitent la mobilité ultérieure, la robotisation, la mécanisation. Donc ça, c'est des prérequis à intégrer dès la conception. Donc, évolutif. Prendre des mesures sur la protection. On a un petit problème technique, je vais prendre le relais. Donc effectivement, il faut que les dallages, comme le disait Vincent, puissent s'adapter aux futures mezzanines. Donc aujourd'hui, on essaie de prévoir dans tous les bâtiments qu'on puisse ajouter le nombre de mezzanines, que les dallages puissent supporter des robotisations qui sont assez variées. Donc on a des contraintes sur le dallage qu'on essaie aussi de mettre en base pour pouvoir mettre des robots futurs. Donc prendre l'ensemble des mesures conservatoires sur l'ensemble de ces items. Donc c'est encore une fois plein de détails qui font en sorte que le bâtiment
puisse demain être évolutif, à la fois sur la partie mezzanine, la partie robotisation, la partie mécanisation. J'espère que Mario va se reconnecter parce que je ne suis pas certain d'être en mesure de faire la suite. Donc, alors, hop. Qu'est-ce que ça donne? Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, on voit aussi sur ces images, effectivement, la capacité d'extension, hein, qui paraît être finalement un lieu commun, mais qui parfois est un peu oublié par les développeurs. Mais c'est vrai qu'un immeuble aujourd'hui doit être en général capable d'évoluer et de s'étendre. Par exemple, Carrefour, à chaque fois que Carrefour fait une opération et que nous accompagnons Carrefour, on prévoit toujours une capacité d'extension d'environ 2 cellules pour faire face à un développement futur. On voit sur ces bâtiments à l'intérieur, vous voyez que sur la partie, donc tout est prélaqué blanc, tout est fait pour que les immeubles soient agréables à vivre. Donc on ajoute parfois des teintes dans les dalles. Tous les immeubles sont lumineux, prélaqués pour que l'ensemble des immeubles soient des lieux effectivement agréables à vivre, comme l'expliquait Mario tout à l'heure. Alors je ne sais pas si... Je ne vois pas. Céline, est-ce que tu peux prendre la main sur le document pour le faire défiler, s'il te plaît? D'accord, parfait. Donc, on voit les différentes situations qu'on essayait de décrire tout à l'heure. Hein, donc, mezzanine évolutive, robots qui sont souvent des robots qui ont des contraintes variées sur les dallages qu'on essaie de prévoir en base en fonction des contraintes de ces différents robots. Je t'en prie, fais défiler. Voilà, donc ensuite, la sécurité des personnes. Donc, c'est un point clé. Donc, on a depuis maintenant de nombreuses années systématisé des zones de survie sur les quais. Donc, c'est des zones qui sont avec des butoirs de quais qui sont plus larges, qui permettent de créer des zones de survie entre le camion et le quai. On essaie de gérer au mieux les flux, de gérer les entr'axes de porte pour sécuriser l'ensemble des personnes dans leur activité, notamment sur les zones de réception et d'expédition. Donc, c'est aussi un point clé. C'est surtout sur ces zones-là qu'on a beaucoup d'accidents. Et donc, on a un certain nombre notamment de recommandations d'INRS qu'on prévoit en base dans les bâtiments aujourd'hui pour être certain de rendre les immeubles plus sûrs. Mario, je vois que tu es revenu. Désolé, je me suis reconnecté sur le téléphone. J'avais un problème de réseau. Voilà. D'accord. Bah, écoute, j'ai pris le relais comme j'ai pu. Donc, c'est remercie. La sécurité des personnes. Céline, tu peux continuer à faire des défilés, s'il te plaît? Voilà, donc on voit ces zones de survie devant les quais, hein, qui sont ces butoirs plus profonds qui permettent de sécuriser les personnes. Tu peux continuer. Donc sur le confort, on a mis en place des process particuliers, notamment parcours du collaborateur. C'est-à-dire que c'est intéressant de se pencher sur le trajet d'un collaborateur depuis son entrée sur le site et toutes les étapes qu'il va vivre et de savoir si à chacune des étapes, on peut mettre en place une communication autour des valeurs de l'entreprise dans laquelle il travaille. On peut imaginer par exemple des vestiaires de sport pour une entreprise de sport, des zones de briefing qui ressemblent à l'activité de l'entreprise. Donc on essaie d'identifier un parcours de collaborateurs au sein du bâtiment pour qu'à chaque étape, ils puissent retrouver finalement des valeurs d'appartenance au sein de ce bâtiment. Et c'est vraiment intéressant de se dire, un peu comme le parcours client dans un magasin, c'est quoi le parcours du collaborateur dans un entrepôt? Et travailler ces sujets-là, ça implique tout le monde. On l'a fait à de nombreuses reprises pour nos clients dans le cadre de Clés en main. C'est toujours été un exercice très intéressant. Sur les autres points qui sont un peu plus techniques, on les a vus tout à l'heure, donc prélaquage intérieur, éclairage naturel. Alors là aussi, il y a des standards et puis on peut aller au-delà des standards. Donc on va aujourd'hui vers 5-6% d'éclairage, donc d'éclairage naturel en toiture. C'est le pourcentage de la toiture en éclairage naturel. Les LED également qui nécessitent une étude très particulière pour qu'elles ne soient pas trop éblouissantes. Là aussi, il y a des normes
Il y a beaucoup de détails. Il faut savoir que les LED posent des gros problèmes d'éblouissement. Donc, il faut là aussi être très vigilant sur les niveaux d'éblouissement des éclairages type LED dans les entrepôts. Et il y a des normes à respecter. Il faut être très vigilant sur les études qui sont faites. Bande vitrée, donc bon, ça c'est un classique d'éclairage naturel pour les personnes. Donc, on retrouve un certain nombre d'items classiques dans les bâtiments. Peut-être un point clé aujourd'hui, sachez que la plupart des entrepôts construits sont construits à une température d'objectif de moins de 12 degrés pour être hors réglementation thermique. Et c'est vrai que quand on pense aux fonctions qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans les bâtiments, être à moins de 12 degrés, c'est souvent pas la réalité. Et donc, il faut prévoir de plus en plus que ces bâtiments seront chauffés au-delà de 12 degrés. Mais la plupart des immeubles du marché sont prévus pour être chauffés à 12 degrés. Donc, c'est un point de vigilance fort, être en mesure de chauffer les bâtiments à plus de 12 degrés. Et quand vous regardez la plupart des descriptifs techniques, ils sont prévus pour être chauffés maximum à 12 degrés. Et donc, on a mis quelques points clés, effectivement, sur les suppressions de ponts thermiques. Voilà, tu peux faire défiler, si tu veux bien. On voit un exemple, ça c'est l'illustration d'un immeuble qui a été construit pour Célio, où on voit ces zones de quai qui sont très lumineuses, ces portes de quai qu'on a généralisées à présent sur la plupart des sites, et qui d'ailleurs ne coûtent pas plus cher que... Laurent, tu as une question. C'est quoi un autodoc? Un autodoc. Ouais, je n'ai pas voulu rentrer dans le... c'est le quai qui se pose devant le bâtiment, qui est un quai complémentaire, qui permet d'avoir une meilleure isolation thermique du bâtiment. Et donc, c'est cette excroissance qui se pose à l'extérieur du bâtiment plutôt qu'un quai niveleur intérieur qui consiste à découper la dalle et qui crée des problématiques. On voit sur cette photo effectivement que les portes enfin, l'exploitation va jusqu'aux portes et il n'y a pas de quai sur cette zone de préparation. Les quais sont à l'extérieur dans des ouvrages à l'extérieur du volume. Il y avait une question aussi sur le nombre de tonnes au mètre carré. Quand on construit un entrepôt, c'est quoi la contrainte? Il nous faut supporter combien de tonnes au mètre carré? Alors, les contraintes courantes qu'on retrouve sur tous les descriptifs, c'est 5 tonnes au mètre carré avec des poinçonnements de descente de charge de rack. Ce qu'on vise aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la mise en place de mezzanines est encore plus contraignante. Donc, il faut viser la mise en place de ces mezzanines comme étant un axe de dimensionnement complémentaire au dallage. Et dans ces cas-là, on passerait de 5 tonnes à combien? Alors, 5 tonnes, c'est 5 tonnes uniformément réparties. C'est un calcul général sur l'entrepôt. Les mezzanines, ce sera des poinçonnements sous les charges avec une trame qui est courante autour de 5 mètres par 5 mètres, avec des descentes de charge assez importantes, de l'ordre de plusieurs dizaines de tonnes. Donc, en fait, ce qui va compter, c'est le poinçonnement, beaucoup. Plus que les surcharges uniformément réparties. D'ailleurs, Mario, si tu peux nous donner un chiffre peut-être sur le fait de prévoir un bâtiment sur lequel on peut déployer de la mezzanine, le surcoût, c'est de quel ordre à peu près? On peut estimer qu'effectivement, sur un site courant, c'est entre 10 et 15 euros supplémentaires sur le dallage. Mètre carré. Donc, mètre carré par mètre carré. Voilà. Donc, un bâtiment avec un investissement de 10 à 15 euros le mètre carré permettra de déployer des mezzanines au gré de l'activité du site. OK. Une autre question, tant qu'on y est, est-ce qu'il y a des obligations de climatisation sur les nouveaux entrepôts? Alors, je ne pense pas. Non, de climatisation, non. On va en parler tout à l'heure avec Benoît sur la partie CO2. En fait, le sujet, c'est que la plupart des entrepôts sont conçus pour être hors réglementation thermique, pour s'exonérer des obligations, justement. C'est pour ça que la plupart des descriptifs des constructeurs d'immeubles prévoient un chauffage à moins de 12 degrés pour s'exonérer d'obligations. Donc, de climatisation, non. Pour moi, il n'y a aucune obligation de climatisation. Il y a des températures contrôlées qui sont nécessaires pour certaines activités, mais il n'y a pas d'obligation de climatisation. Je suis désolé, Laurent, je n'ai pas compris. Quand tu dis un chauffage à moins de 12 degrés, ça veut dire quoi? Qu'on est obligé de chauffer si on passe en dessous de 12 degrés? En fait, non, c'est juste que les immeubles sont concernés par la réglementation thermique quand ils sont réputés chauffés à partir de 12 degrés. Donc, pour s'exonérer de la réglementation thermique, depuis des années,
l'ensemble des opérateurs de construction de bâtiments logistiques prévoit que les immeubles logistiques soient chauffés à 12 degrés au moment maximum pour s'exonérer de la réglementation thermique. Le sujet, c'est que dans la vraie vie, avec ce que tu disais, notamment sur l'évolution du bâtiment et les fonctions qui évoluent dans ce bâtiment, souvent les immeubles sont chauffés à plus de 12 degrés. Et donc, on a une dichotomie entre la manière dont a été conçu l'immeuble et puis sa réalité, qui est un chauffage à plus de 12 degrés. Ok, je crois qu'il y a d'autres questions sur la partie environnement et CO2, donc on attend l'intervention de Benoît pour y répondre. Très bien. Alors, on vous a montré, on vous a illustré un petit peu, il y a un point clé aujourd'hui qui est quand même les espaces extérieurs, à la fois pour le confort des gens, mais aussi pour l'acceptabilité des immeubles logistiques qui ne sont pas toujours bien acceptés, l'acceptabilité auprès des collectivités. Donc, vous avez mis quelques exemples des initiatives prises en extérieur dans des immeubles logistiques. Alors, il y a plein d'initiatives possibles, mais ce sont quelques exemples qu'on vous décrit et qui peuvent être des pense-bêtes, en tout cas qui améliorent à la fois l'intégration paysagère, mais aussi le confort des salariés sur les zones extérieures. Je te pose la question tout de suite pour qu'on ne l'oublie pas et que ça structure un peu la façon dont on échange. Il y a une question sur c'est quoi l'entrepôt de demain? C'est quoi le bon entrepôt pour qu'il soit toujours valable dans 20 ans? Alors ça, c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que pour nous, l'entrepôt de demain, c'est un entrepôt qui doit permettre d'accueillir des mezzanines, qui doit permettre d'accueillir des robots, donc qui a un spectre large au niveau de la dalle. En fait, il y a un gros sujet sur la dalle, puisque tout ça, c'est un sujet de dallage. Donc, il y a un énorme sujet de dallage. Il doit, comme tu disais, accueillir des gens dans des conditions correctes. Donc, à mon avis, il est chauffé à plus de 12 degrés. Donc, il est en rupture avec ce qui est fait jusqu'à présent, qui est cette barrière des 12 degrés. Donc, c'est un bâtiment qui va être chauffé à plus de 12 degrés. Il va être capable d'être productif. Donc, on doit optimiser toutes les zones où il y a du flux. On doit faire ce parcours du collaborateur pour optimiser la productivité et le confort des gens. C'est un peu ça le bâtiment. En revanche, il doit être standard, c'est-à-dire qu'il doit la plupart du temps être à des hauteurs que nous, on estime à 13,70 m sous bac pour être le plus polyvalent possible. 13,70 m sous bac pour être le plus polyvalent possible. Donc, il doit être assez standard, d'une profondeur d'environ 100 mètres. Après, il va y avoir d'autres entrepôts demain qui seront multiniveaux parce qu'on n'aura plus de terrain pour les faire. Donc ça, c'est un autre sujet dans des zones contraintes. Mais c'est un autre sujet. Là, on est sur des bâtiments standards, j'allais dire basiques. C'est pas notre sujet. Alors, on peut peut-être ajouter sur les bâtiments fortement mécanisés, peut-être sécuriser les énergies, doubler les transfos, amener des groupes électrogènes pour effectivement éviter la perte d'exploitation et l'arrêt de l'entrepôt. Oui, tu as raison. C'est quoi l'erreur qu'on commet, Laurent et Mario, quand on se lance dans un nouveau projet, avec tous les clients que vous avez en face de vous? Quand un client se lance dans un projet logistique, c'est quoi l'erreur? L'investissement qu'on n'a pas envie de faire et qu'on aurait dû faire souvent, c'est le cahier des charges, l'erreur. Moi, à mon point de vue, nous, par exemple, on a un document qui est un recueil de données, programme, qui est un document assez épais, qui permet de lister tous les points de réflexion. Tous ces fameux détails. Oui. Tout ce et notamment autour de ce parcours du collaborateur. Et quand on ne fait pas ce travail, qui est un peu contraignant, on oublie forcément des choses dans le projet lui-même. Et donc, l'erreur, c'est de ne pas prendre le temps de faire ce cahier des charges et de se dire un entrepôt, finalement, c'est assez standard, je vais prendre l'entrepôt standard. Et donc, je pense que c'est plus ça. Je ne sais pas, Mario, ce que tu en penses? C'est exactement ça, oui. Dans les détails, effectivement, on peut trouver des entrepôts avec des poteaux dans les zones de préparation. Donc ça, en termes d'exploitation, c'est quand même assez contraignant. Donc c'est ce genre de détail qui doit être vu dès l'amont sur un cahier des charges très détaillé. Alors, je réponds à une question. Je vois qu'il y a une question sur le chauffage à plus de 12 degrés. Effectivement, une bonne remarque. On pense que le 12 degrés, cette limite de 12 degrés, devra évoluer. Quelqu'un dit température dépend aussi de la catégorie, exemple gestion des éléments frais. Évidemment, on ne parle pas là des
bâtiments spécifiques, pharmaceutiques ou produits frais. On parle de bâtiments ambiance, à température ambiance, donc de bâtiments secs. Mais il y a une remarque sur des entrepôts qui ne sont pas chauffés au-dessus de 12 degrés. On est bien d'accord, un entrepôt qui accueille beaucoup de personnel, un entrepôt qui fait beaucoup de e-commerce, un entrepôt qui est là pour faire du chiffre d'affaires aussi, qui est en B2C, ne peut pas être un entrepôt à moins de 12 degrés. Il faut que ce soit un entrepôt qui procure une qualité, une ambiance, une chaleur qui soit suffisante l'hiver et une fraîcheur aussi l'été. Oui, le sujet, c'est que le bâtiment est prévu pour être à 12 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être chauffé à 15 degrés. Ça veut juste dire qu'il n'a pas été prévu pour ça. Donc, vous pouvez le chauffer à plus de 12 degrés, sauf qu'il aura un comportement d'un point de vue CO2 et d'un point de vue consommation qui sera inadapté. Et donc, en fait, encore une fois, la plupart des bâtiments, y compris ceux prévus pour être chauffés à 12 degrés, sont chauffés au-delà. C'est un peu ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça ne s'arrête pas à 12 degrés. C'est-à-dire que l'immeuble est prévu pour être hors réglementation thermique, mais dans les faits, il est exploité à plus de 12 degrés. Et c'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que la température d'objectif du site corresponde bien au descriptif technique qui en est fait. C'est pour ça que ça nécessite une petite étude et de se dire c'est quoi ma température d'objectif. Mais Laurent, j'insiste quand même sur ce point parce qu'il a l'air important pour les gens qui écoutent et puis même pour nous. Demain, tu as un entrepôt de 10 ou 20 000 mètres carrés à construire qui va accueillir 200 collaborateurs parce que c'est un entrepôt où il y a énormément de préparation manuelle. Compte tenu de l'état de l'art aujourd'hui, compte tenu de cet objectif de construire des entrepôts qui durent et qui vont être capables de s'adapter aux évolutions des réglementations futures, vous faites un entrepôt à 12 degrés, chauffé, pas chauffé? Ah non, mais on fait un entrepôt chauffé. On fait d'ailleurs plutôt une simulation thermodynamique pour savoir, en fonction des objectifs de température de chauffe, comment doit être l'entrepôt en termes d'isolation. Donc évidemment, on fait un entrepôt chauffé et plutôt au-delà de 12 degrés. C'est le prérequis. Moi, j'alerte juste sur le point, faites attention, la plupart des bâtiments, dans leur descriptif technique, sont prévus pour être chauffés à moins de 12 degrés. Donc, si vous avez l'intention d'en avoir un usage à 15, 16, 18, 19 degrés, ça nécessite une étude spécifique pour voir quel va être le comportement en termes d'énergie de cet immeuble. Donc voilà, c'est le point qu'on mentionne, parce que les gens ne se rendent pas compte que les immeubles sont tous prévus, pour la plupart d'entre eux, à un maximum de 12 degrés. Donc, et ça ne correspond pas à l'usage qui en est fait par la suite. Donc, ça pose des problèmes de consommation d'énergie. Et c'est le point qu'on va aborder avec Benoît. Juste sur les aspects extérieurs, un point qui a rendu bien souvent un immeuble acceptable pour les collectivités. On a travaillé grâce à Carrefour sur la reconstitution de forêts primaires sur le périmètre des entrepôts. Et donc c'est vraiment un exercice très, très intéressant qui a permis d'augmenter la biodiversité de façon très, très forte. Donc, ça consiste à densifier sur un petit espace énormément de plantations et d'obtenir une forêt primaire. Donc, c'est une méthode bien particulière, je ne vais pas entrer en détail, mais on a fait ça avec les équipes de Carrefour sur pas mal de sites. Et c'est un sujet que je vous invite à regarder parce que ça permet aussi de rendre acceptable le site vis-à-vis de collectivités qui sont parfois pas très engageantes pour accueillir des sujets logistiques. On peut peut-être faire défiler. Oui, alors ça sont des illustrations de Vuitton. Vuitton a fait un gros travail à Cergy sur les bassins, notamment les bassins filtrants et la gestion de l'eau, ce qui a des atouts à la fois esthétiques et puis environnementaux. Donc on voit que c'est à la fois joli puis à la fois très vertueux d'un point de vue développement durable. Peut-être deux remarques, Laurent, par rapport à cette photo. Oui. Le matin, quand vous accueillez vos salariés et que le salarié doit traverser l'entrepôt, parce que l'arrêt de bus est de l'autre côté de l'entrepôt, donc il faut qu'il traverse et qu'il passe le long des bassins ou de long de la façade avec les vitraux, c'est franchement beaucoup plus sympa que d'arriver dans l'entrepôt au fin fond
zone industrielle pourrave et où on rentre dans un bâtiment où c'est que du béton et on ne voit pas la lumière du jour. Donc ça, pour élaborer un bon climat social, c'est pas la seule condition, mais ça y aide beaucoup. Non, non, mais c'est un point clé. C'est la même démarche avec les forêts primaires, avec les zones d'agrément extérieur. Mais c'est vrai que la qualité du… Et puis, il y a une fierté d'appartenance quand on est sur des sites comme ça, c'est évident. Donc, et peut-être ma deuxième remarque est… ça m'y fait penser, j'aurais pu le dire lors de l'introduction, mais quand on a imaginé cet entrepôt, on était d'ailleurs un des consultants avec qui on a imaginé l'entrepôt et connecté aujourd'hui. On a essayé d'imaginer l'entrepôt, mais assez rapidement, on s'est aperçu qu'on était trop nous-mêmes. On était trop de penser l'entrepôt par rapport à ce qu'on faisait l'année où on réfléchissait. C'est extrêmement difficile de se projeter dans les 10 ou les 20 ans qui viennent. Et en fait, là où on a eu le déclic, c'est le jour où on s'est dit, on va réfléchir non pas comme si on s'appelle Vuitton, mais on va réfléchir comme si on s'appelait Kuehne+Nagel, Geodis, n'importe quel prestataire. Et on s'est dit, on est prestataire, on a un contrat Vuitton qui est là pour 5 ans. Peut-être que Vuitton va renouveler son contrat dans 5 ans, peut-être qu'il partira. Et donc, dans 5 ans, qu'est-ce que je fais ? Et ça nous a énormément aidé à standardiser les processus et à ne pas monter une usine à gaz qui aurait été super efficace en 2005 et complètement obsolète en 2020. Oui, d'ailleurs, les immeubles Vuitton sont très standards finalement. Même s'il y a beaucoup de choses pour l'agrément des gens, les immeubles d'un point de vue fonctionnel sont standards. Et donc modulables. On a fini sur cette partie, on va passer la parole à Benoît sur la partie qui concerne notamment le décret tertiaire. Alors, le décret tertiaire, c'est une actualité assez importante, hein. Il faut que tout le monde ait ça en tête et Benoît va nous expliquer tout ça. C'est un spécialiste de ces sujets. Je passe la parole, Benoît. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de parler de ce sujet. Alors, quand j'entendais Vincent parler entre l'agilité et le confort, c'est vrai que quand on se projette dans le monde de l'énergie tel qu'on envisage aujourd'hui, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un paradoxe, parce que du côté de l'agilité, on sait qu'il va falloir être agile dans le sens d'une réduction des consommations, et puis dans le sens du confort, il a raison de le dire, inévitablement, monter la température de confort va nous conduire à forcément, d'une manière ou d'une autre, consommer plus. Donc il y a quelque chose qui est compliqué. Le monde est pas simple, ça on le sait tous, mais c'est un élément de complexité qui est celui de l'énergie. Et pour y réfléchir, on ne peut pas travailler sur tout, donc on s'est dit qu'on allait travailler sur l'existant. Il se trouve que c'est beaucoup là-dessus que porte le décret tertiaire, mais ce n'est pas la seule raison. La grosse raison, c'est évidemment que l'existant, c'est le gros du stock, c'est le gros des bâtiments, c'est des bâtiments existants, évidemment. Et il y avait un autre point qui a été mentionné jusqu'à présent, c'est cette idée qu'il faut réfléchir à l'avance. Là aussi, Vincent l'a bien dit. Et c'est vrai qu'il s'agisse d'enjeux climatiques ou d'enjeux liés au décret tertiaire, et finalement pour la même raison, on est contraint maintenant de réfléchir à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on gère un entrepôt existant au jour le jour. De la même manière que quand on construit pour longtemps, quand on gère un existant, on gère aussi pour longtemps, parce que ce que l'on décide maintenant nous engage pour longtemps. Et il faut faire les bons choix. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va travailler, et le sujet, c'est finalement comment on va essayer de réfléchir sur le plan suivant, comment aborder ces enjeux énergie quand on est propriétaire ou locataire d'un entrepôt. Voilà, donc déjà sur le contexte, vous le connaissez tous, mais je pense que c'est utile de le resituer très très rapidement. On est tous d'accord, enfin quasiment tous, qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'elles ont un effet désastreux sur la planète qui nous héberge. Et bon, il y a deux raisons. Alors, il y a le changement climatique, je viens d'en parler, puis il y a les accords de Paris sur le climat qui, quelque part, sont au jour d'aujourd'hui l'accord le plus achevé sur le sujet au niveau mondial. Tout ça, ça nous dit que, là encore, toujours vu de très très haut, il faut décarboner la logistique. Donc, évidemment, l'enjeu principal en termes de décarbonation, c'est les transports, mais les bâtiments en font partie. Donc, on ne peut pas, quand on est dans ce métier, échapper à la question comment décarboner les bâtiments.
Et derrière, il y a le décret tertiaire qui fait partie du paysage, on va en parler. Et puis, le décret tertiaire, c'est pas le tout de l'affaire, on va le voir. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut voir au-delà? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va d'abord parler du décret tertiaire, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un mystère effrayant. Pour d'autres, c'est plus un mystère, mais c'est peut-être toujours très effrayant. Donc, on va essayer de le dédramatiser et de dire posément ce dont on parle. Déjà, pour situer les choses sur un plan législatif, et mettons réglementaire, le décret tertiaire, donc, il a été lancé par la loi Elan de 2018. Le décret lui-même est sorti en 2019. Et puis, il y a eu un certain nombre d'arrêtés qui sont sortis. Un premier arrêté qui a donné un certain nombre de modalités en avril dernier, donc il y a un peu moins d'un an, et 2 autres arrêtés. Un premier qui est sorti en novembre dernier, et un second qu'on attend, qui sont appelés valeurs absolues. J'expliquerai dans une seconde, de quoi ça veut dire, de quoi ça parle. Alors, allons dans le vif du sujet, et sur cette page-là, on voit un peu ce que ça nous dit, le décret tertiaire. Finalement, on peut dire qu'il y a un peu 2 types d'actifs. Si on s'intéresse à un actif, appelons ça peu performant ou moyennement performant, très concrètement, cet actif-là va devoir réduire de 40% sa consommation à l'horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Alors, réfléchissons 2 secondes parce qu'on parle vite comme ça, mais 40%, c'est pas rien. Et 2030, c'est dans pas longtemps. Donc, c'est quelque part, quand même, ce décret, il nous dit qu'il va falloir faire un effort considérable assez vite. Alors, on ne peut pas dire qu'on a été pris par surprise, parce que ça fait des années qu'on parle d'économie d'énergie dans le bâtiment. Mais là, ce décret-là, il nous met vraiment, on pourrait dire, au pied du mur, avec des obligations très fortes. Alors, vous avez vu à droite, il y a le cas de l'actif très performant. En fait, si le gouvernement va définir ce qu'on appelle des valeurs absolues, qui seront en quelque sorte des seuils de performance correspondant à des entrepôts très très performants. Et en fait, concrètement, un entrepôt qui sera déjà très performant, il n'aura pas besoin de faire 40% d'économie, il suffira qu'il atteigne la valeur de seuil définie par le gouvernement. D'accord? Donc, concrètement, si vous avez un actif qui est très proche du seuil, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est atteindre le seuil. Par contre, si vous avez un actif qui est loin, comme je l'ai dit, il faudra gagner 40%, 50%, 60%, etc. Et comment c'est si notre actif est 1 ou 2, actif 1 ou actif 2? Je vais y arriver. Alors, c'est là qu'il y a une sorte de mystère qui va encore entourer notre discussion, c'est que j'ai parlé d'arrêtés valeurs absolues, et c'est ces arrêtés-là qui donnent les valeurs. Il y a un premier arrêté qui est sorti, qui donne les valeurs de beaucoup de classes d'actifs, mais pas de la logistique sec. Alors, il donne les valeurs pour la logistique frais, mais pas pour la logistique sec, et on attend encore le décret version 2 qui, lui, devrait donner les valeurs pour la logistique sec. Ce que je devrais vous dire d'emblée, c'est que dans le domaine des bureaux, les valeurs de seuil sont extrêmement ambitieuses. Personnellement, je travaille pas mal dans le domaine des bureaux pour un certain nombre de gestionnaires d'actifs, et sur un parc, mettons, de 20 actifs de bureaux parfaitement normaux, standards et bien construits, il n'y en a que un qui est aux valeurs de seuil, et il y en a qu'en gros un autre qui n'est pas trop loin. Tous les autres, ils ont en gros à gagner 40%. Ça veut dire que très concrètement, si vous possédez un entrepôt lambda, même bien construit, un brave entrepôt, il faut vous dire qu'il y a 40% à gagner. Voilà, et ça vaudra à peu près pour tout le monde, c'est ça qu'il faut se dire. OK. Donc ça, c'est pour l'objectif. Un point quand même qui vient tout de suite moduler la chose et qui est extrêmement important, c'est que le législateur nous dit il faut gagner, mettons, 40%, mais sous-entendu, entre guillemets, pas si c'est trop cher. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que si vous engagez une action dont la durée d'amortissement est, mettons, de 15 ans, mettons une chaudière, si le coût d'amortissement annuel de l'action est supérieur à l'économie d'énergie apportée par l'action, vous pouvez vous dispenser de l'action et moduler d'autant votre objectif. D'accord? Donc, pour être très concret, si pour amener à moins 40% votre entrepôt, il faut refaire complètement l'isolation et que ça coûte une blinde et que le temps de retour est non pas de 30 ans, mais de 100 ans ou de 200 ans ou de 1000 ans, vous pouvez faire un dossier technique et l'envoyer aux représentants du ministère et dire « Monsieur le ministère, je ne peux pas faire ce que vous me demandez parce que ça coûte trop cher et vous serez dispensé. » Alors ça, c'est l'idée générale, si vous voulez. Donc l'idée générale de la loi, c'est quand même très important d'avoir ça à l'esprit, c'est que si une action se paye par les économies, en gros, il faut la faire jusqu'à ce qu'on atteigne les 40%.
Si elle ne se paye pas par les économies, ce n'est pas la peine de la faire parce qu'on peut s'en dispenser. Bon, évidemment, ce n'est pas nous, ce n'est pas de l'autodéclaratif, tout ça. Il faut en fait remplir un dossier technique. Le dossier technique doit être fait par un bureau d'études habilité, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui peut le faire et certainement pas votre copain d'enfance. Vous voyez, donc c'est des trucs où c'est un peu contrôlé, mais concrètement, il y a cette idée de fond qui est que les économies doivent payer l'action. D'accord? Alors peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, on est dans un truc qui est finalement pas si cruel que ça. D'accord? Benoît, juste, excuse-moi, je t'interromps. Quand tu dis 40% de moins, c'est 40% de l'énergie consommée, ouais. Donc des factures. Hein, tu peux nous repréciser un peu c'est 40% de l'énergie sur le compteur. C'est-à-dire que si votre entrepôt aujourd'hui consomme sur l'année, mettons, 500 000 kWh en électricité et 500 000 aussi sur le gaz, donc 1 million de kilowattheures sur l'année, eh ben, il va falloir réduire de 40%, c'est-à-dire passer de 1 million à 600 000. Et donc, clair. Dans les entrepôts, c'est l'éclairage, c'est le chauffage, c'est les process. Et c'est le process, etc. Voilà. En gros, le locaux de charge, c'est tout ça. Vous avez trois gros postes dans un entrepôt, on va y revenir. Vous avez le poste éclairage, intérieur et extérieur, il ne faut pas oublier qu'il y a l'extérieur aussi. Vous avez le poste process au sens large, c'est-à-dire tout ce qui sert à l'occupant de faire son boulot, hein, donc les batteries pour les chariots, les convoyeurs quand il y en a, etc. Et vous avez le poste chauffage, qui est le poste sensible par rapport à ce qu'a dit Vincent sur la partie confort, évidemment. D'accord ? On va en parler. Quelques points rapides. Il y a un point. Je ne vais pas commenter tout ce qu'il y a là-dessus, vous l'aurez. Le seul truc un peu important là-dedans, c'est que ça concerne solidairement le propriétaire et le locataire, cette affaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y en a aucun des deux qui peut s'exonérer du truc en disant c'est l'affaire de l'autre. Donc, concrètement, ce décret tertiaire est un décret qui, d'une certaine manière, donne une obligation de rendez-vous et de concertation entre le propriétaire et le locataire. Et donc, c'est un point sur lequel tout le monde, qu'il soit occupant ou propriétaire, doit se positionner d'une certaine manière. D'accord ? On va y revenir dans plus de détails après, donc je ne m'étends pas plus là-dessus maintenant. Un point que je voudrais dire, et là-dessus, c'est par rapport à cette question d'agilité dont parlait Vincent, il faut être extrêmement vigilant. Attention, 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 le décret n'est pas le fin mot de l'histoire. Alors pourquoi ça ? C'est parce que le décret tertiaire, c'est ce qui a marqué dans le titre de la page que vous avez sous les yeux, c'est un premier pas, mais pas tout à fait dans la bonne direction. Et pourquoi ça ? C'est parce que le décret, il met sur le même plan l'économie d'électricité et l'économie de gaz. Ça, c'est ce qu'avait dit, ce que sous-entendait Laurent en posant sa question. C'est-à-dire que, en gros, si vous faites 40% d'économie en élec, ça vaut la même chose que si vous faites 40% en gaz. Sauf que, en France, l'électricité et le gaz n'ont pas du tout le même poids CO2. En gros, le gaz émet 3,5 fois plus de CO2 que l'électricité. Vous l'avez sur le graphe. C'est-à-dire concrètement, quand vous faites et vous divisez par 2 vos consommations gaz, eh ben, vous faites une grosse réduction de CO2. Mais quand vous divisez par 2 votre conso d'électricité, vous gagnez quasiment rien en CO2. Or, vous le savez, les objectifs climatiques de la France, c'est l'objectif climatique, et donc l'enjeu essentiel, c'est le CO2. Donc le décret tertiaire, pour l'instant, il n'a pas trop regardé ça, mais vous doutez bien qu'un jour, nos législateurs se réveilleront, et évidemment, ils vont, entre guillemets, imposer plus le CO2 que le reste. Donc ça veut dire que quand on réfléchit à nos plans d'action pour le futur, on est obligé d'intégrer dans notre tête, d'une manière ou d'une autre, ou à mon avis, on a un gros intérêt à le faire, l'enjeu CO2. Parce que si on ne le fait pas, on se fera rattraper par le gong un peu plus tard, et le gouvernement dira, ouais, mais là, il faut faire un effort particulier sur le CO2. Donc voilà pour... Je t'interromps parce qu'il y a des questions, effectivement, il y a pas mal de remarques sur l'année de référence. Donc, tu n'avais pas forcément prévu d'en parler peut-être dans cette présentation, mais effectivement, Hassen Chibani qui nous dit, il me semble que c'est par rapport à une année de référence 2010 ou après, si tu peux préciser ce point. C'est correct. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, c'est une bonne remarque. L'économie à faire est à faire par rapport à une année dite de référence, qui est à choisir entre 2010 et 2020. Attention, pour partir d'une année de référence donnée, il faut documenter avec des factures d'époque ou des relevés Enedis, GRDF, etc. De la bonne année, il faut documenter sa consommation. Si on ne la documente pas de manière correcte,
eh ben, on ne peut pas choisir cette année-là. Donc, je vais prendre un exemple très, très concret. Vous avez un entrepôt, vous avez changé, vous êtes passé en LED en 2018, donc vous voudriez bien avoir une année de référence, mettons, antérieure à 2018, donc mettons 2017. Ben, si vous n'avez pas les factures de 2017 ou des relevés Enedis de 2017, eh ben, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prendre 2017 comme année de référence, donc vous êtes obligé de passer à 2019 ou 2020. Donc peut-être la première chose à faire, c'est d'essayer de se faire un avis sur cette année de référence et de voir en termes de documentation. Ah oui, c'est un point essentiel. Pour pouvoir choisir une référence qui soit adaptée. Ah ouais, et c'est un sacré bazar. Alors, quand vous êtes dans un entrepôt, entre guillemets, classique, simple, avec une seule arrivée élec et une seule arrivée gaz, en principe, le gestionnaire du bâtiment, il doit pouvoir mettre la main sur les factures. Par contre, quand vous êtes avec un compteur électrique par cellule et des locataires qui ont bougé tous les 2 ans, et il n'y a pas moyen de remettre la main sur le locataire de 2017, et en plus, évidemment, lui, il n'a plus ses factures parce qu'il ne sait pas où elles sont, là ça peut être franchement râpé. Hein. Et dans les bureaux, ça je le vis actuellement, dans les bureaux, ça mène à des situations assez compliquées. D'accord. Il ne pourrait pas y avoir un point de comparaison qui soit une consommation moyenne au mètre carré de gaz et d'électricité qui permettrait de se comparer par rapport à un standard un peu national? Ça va être les valeurs absolues. Le standard, c'est la valeur absolue, mais là, c'est le plongeon. Hein, c'est-à-dire que je prends mes actifs tertiaires, ils sont typiquement à, je sais pas, 3 fois le seuil de valeur absolue. C'est-à-dire qu'ils devraient gagner 66% de consommation pour se mettre au bon seuil, vous voyez. Donc il vaut mieux partir sur 40 que 66. D'accord. Non, le gouvernement est très ambitieux. Une autre question par rapport à ce que vous disiez, l'entrepôt de demain, il est chauffé à l'électrique ou on va y arriver. On va en parler, mais c'est un point clé. Ouais, on va y arriver. Donc je continue et la question c'est que faire. Donc d'abord ne pas paniquer et il y a plusieurs questions à prendre dans l'ordre. La première c'est être au clair sur mes objectifs, notamment sur ma référence. La seconde c'est quelles actions choisir pour se conformer au décret tertiaire. La troisième question, c'est comment en même temps un peu anticiper sur les enjeux carbone. Et la quatrième question, qui peut être assez épineuse, c'est comment répartir les coûts entre propriétaires et locataires. Donc ce que je vous propose, c'est d'un peu regarder ça et voir comment ça peut se décliner dans le concret. Alors premier point, mes objectifs. Donc ici, c'est une forme que pourrait prendre un diagnostic décret tertiaire. Alors je précise tout de suite que comme l'arrêté valeur absolue n'est pas sorti, il y a un certain nombre d'incertitudes par rapport à ce que je dis dans cette page-là. Mais ce que vous voyez là, c'est vous voyez ici une courbe orange qui représente l'évolution de la consommation de mon entrepôt en fonction de la température intérieure, donc du confort dont parlait Vincent en début d'intervention. Et vous voyez évidemment que la consommation monte au fur et à mesure que la température d'ambiance monte. Vous trouvez ici, en gris très plein, vous trouvez la valeur de consommation qui devrait être celle de l'entrepôt une fois qu'il aura fait ses 40% d'économie. Et vous trouvez en gris pointillé en dessous le seuil valeur absolue. Alors je répète, l'arrêté n'étant pas sorti, cette courbe-là est conditionnelle. Elle reprend les mêmes principes que ce qu'on a vu sur les bureaux, mais elle est conditionnelle. Et vous voyez, la première chose à faire, c'est d'être au clair. Est-ce que je dois faire 40% ou est-ce que je dois me borner à faire la valeur absolue? Première chose à regarder. Est-ce que je pars d'une année de référence 2019 ou est-ce que je peux prendre une année antérieure? Seconde chose à regarder, etc. D'accord? Ça, c'est le diagnostic. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est une sorte d'inventaire des actions. Alors là, j'en ai mis quelques-unes. Et l'idée qu'on vous propose, c'est de les mettre sur une sorte de graphe où vous avez en vertical le coût, je vais y revenir, et en horizontal le pourcentage d'économie. Alors je vais prendre une action, par exemple l'action qui est la première ici, chaudière à condensation. Vous voyez, qui est sur le trait du milieu à gauche. Qu'est-ce qu'on dit? Cette action chaudière à condensation, elle nous amène environ 3% d'économie sur la consommation totale de l'entrepôt. Et puis ce qu'on dit, c'est que son coût, il est nul. Alors pourquoi est-ce qu'il est nul? C'est parce que c'est un cas, c'est la chaudière à condensation pour cet entrepôt-là, hein, c'est un cas particulier, c'est un cas où l'économie apportée par la mise en place d'une chaudière à condensation est exactement égale au coût lissé de cette chaudière sur la durée d'amortissement de la chaudière, c'est-à-dire 15 ans. D'accord? Donc ce que vous voyez là, c'est que
Si, lorsque votre chaudière actuelle viendra en fin de vie, vous mettez une chaudière à condensation, ça ne changera pas du tout comptablement votre compte d'exploitation, puisque vous aurez moins de consommation d'énergie et plus de coûts d'amortissement. Et par contre, vous aurez progressé sur l'échelle des pourcentages, puisque vous aurez gagné 3% d'économie. Alors, si je prends par exemple un autre exemple, la mise en place de LED, vous voyez, qui est tout en bas du graphe, vous voyez que vous avez baissé de 1,5 € par mètre carré par an votre coût d'exploitation. C'est-à-dire que vous avez des économies qui ont largement dépassé le coût de mise en place des LED. Là encore, amorti sur toute la durée d'exploitation, d'amortissement, pardon. Et vous voyez par contre qu'en mettant des LED, vous avez gagné 15%. Donc vous voyez que vous pouvez, sur un graphe comme celui-là, représenter toutes les actions possibles. Alors je vais les citer. Vous avez, mettons, 20 cm d'isolant sur la façade, ou tout à droite, vous avez, mettons, 40 cm d'isolant sur le toit, ou en haut à droite, mettons de la géothermie, ou sur la courbe, mais à en gros 17% d'économie, mettons une pompe à chaleur RO. Vous voyez, tout ça, c'est des actions qui sont possibles. Et ces actions-là, il y a un intérêt à les ranger pour voir finalement toutes celles qui sont en bas, sont des actions qui sont pas coûteuses, puisque c'est des actions où il y a plus d'économie d'énergie que de coûts. Et celles qui sont en haut, c'est des actions qui sont plus coûteuses, puisqu'elles coûtent plus cher que ce qu'elles rapportent en termes d'économie d'énergie. Donc ce classement-là, c'est une sorte de préalable. Et puis ensuite, la seconde chose. Oui. Benoît, je regarde les questions, donc je me permets juste une remarque. Quelqu'un dit, on parle de décret tertiaire, mais est-ce que nos entrepôts sont concernés? Et donc, oui. C'est un petit flashback. Ouais. En fait, le décret tertiaire concerne les immeubles logistiques de plus de 1000 m². Donc, oui. Tous les entrepôts de plus de 1000 m² sont concernés par cet objectif de baisse de 40%. Mais quand même une question aussi. C'est un des chats qui m'y fait penser. Admettons qu'il y a 10 ans, on ait construit un entrepôt au top de l'environnement, bien protégé, avec des LED, le truc il est nickel. Comment ça se passe pour ce genre d'entrepôt qui a fait déjà des efforts absolument énormes? Il faut encore qu'il gagne 40%? Tout dépend, je reviens sur la page d'avant, tout dépend où est-ce qu'il se situe par rapport à ses pointillés gris. S'il est très au-dessus des pointillés gris, il doit gagner 40%. S'il n'est pas trop loin des pointillés gris, il suffit qu'il se cale aux pointillés gris. Et s'il est en dessous, il n'a rien à faire. Ok, c'est le graphe que vous avez montré tout à l'heure avec les bâtiments anciens et les bâtiments récents. Voilà, et attention, je le dis, les bâtiments de bureaux construits il y a 10 ans, quasiment tous, ils doivent faire 40%. Donc je parie que pour les entrepôts, ça va être la même chose. Mais c'est un pari, je ne connais pas encore ce que va dire le gouvernement. Hein. Donc je dis simplement, soyons prudents, quoi. Soyons prudents. Ok. D'autres questions ou est-ce qu'on continue? J'ai une question. Qu'est-ce que l'automatisation des pompes? Alors l'automatisation, c'est un détail. C'est une manière d'économiser le chauffage en faisant que la commande des pompes soit asservie à une sonde extérieure et que concrètement, s'il fait doux ou si c'est la nuit ou si c'est le week-end, on éteint les pompes. Et donc, ça évite de brasser de l'eau de chauffage dans l'entrepôt, ce qui évite des déperditions. Pour être un peu positif et optimiste, peut-être dire aussi qu'il y a des méthodes assez simples de réduction de consommation de chauffage. Oui. Tu en as éprouvé à de nombreuses reprises certaines, oui. Qui finalement fonctionnent et permettent de baisser de plus de 30%. Oui, il y en a plein. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on regarde, parce que à écouter ça et à regarder ça, on a l'impression que c'est un petit peu le grand saut dans l'inconnu. Il y a quand même pas mal de méthodes qui permettent d'aller à ces 40% sans être dans des investissements où il faut refaire toute l'isolation de l'immeuble. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Tu as mentionné sur ton arbre un certain nombre de choses qui peuvent faire un peu peur, mais avant ça, il y a quand même tout un chemin qui permet d'obtenir dans de nombreux cas ces 40%. Il faut juste identifier ce chemin. Oui. Est-ce qu'on les 40% sont... Ce que je voudrais montrer, tu vois Laurent, et puis je dis à tous, c'est un exemple de chemin justement, de ce que nous on appelle dans notre jargon, dans Systenza, la feuille de route, de chemin que peut suivre un entrepôt pour passer du temps zéro, qui est mettons 2020, à 40% d'économie. Donc ce que vous avez sur ce graphe, vous avez de gauche à droite, vous avez les années qui s'écoulent entre 2020 et 2031. Vous avez la ligne orange qui est le pourcentage d'économie atteint
avec l'échelle des économies qui est à droite. Et vous voyez qu'à la fin, à partir de 2028, sur cet entrepôt-là, on est à 0,4, donc 40% d'économie. Vous voyez, donc on a atteint notre objectif. Et vous avez un exemple de trajectoire, c'est-à-dire d'action qu'on peut mettre en œuvre. Ça, c'est des actions avec des chiffres à peu près réalistes. Hein, donc, c'est des choses que très concrètement, on peut faire sur les entrepôts, bien évidemment, en supposant que les conditions s'y prêtent. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit qu'on automatise les pompes en 2022. Donc, j'ai dit automatiser les pompes, c'est-à-dire faire en sorte qu'en gros, elles ne tournent pas en permanence. On met une chaudière à condensation en 2024. On met en 2025 des LED avec des détections de présence. Et en 2028, ça doit être ça, 2028, on met 40 cm d'isolant sur le toit en supposant que structurellement le toit s'y prête. D'accord? Et donc, ce que vous voyez, la courbe en bleu, qu'est-ce qu'elle vous dit, la courbe en bleu? La courbe en bleu, c'est l'évolution du coût comptable, c'est-à-dire des charges d'exploitation en euros par mètre carré. Et ce que vous voyez, c'est que cette stratégie-là, c'est une stratégie qui fait baisser le nombre d'euros par mètre carré en coût d'exploitation du bâtiment, puisqu'on baisse de quasiment 2 euros. C'est-à-dire qu'en étant un peu intelligent, comme le dit Laurent, eh ben, on peut trouver une manière d'atteindre les 40% tout en réduisant les coûts. Je parle bien de coûts d'exploitation, c'est-à-dire ça inclut l'amortissement et l'énergie. On verra après comment ça se divise entre locataires et propriétaires. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas être désespéré, il faut être constructif et surtout voir venir l'avenir et prévoir. D'accord? Donc ça vous donne un exemple d'une feuille de route qu'on peut construire. Il y a une chose qui n'est pas dans votre présentation, et on aurait pu demander à Hassan Chibani d'intervenir et d'expliquer ce qu'il a réalisé, mais en donnant la responsabilité aux équipes logistiques de piloter leur consommation et de mesurer leur consommation, ils ont été capables de baisser de 30% la consommation électrique d'un site logistique avec 0 investissement. Oui, absolument, absolument, ça existe. Donc, ce que j'ai mis là, Vincent, tu as raison de le dire, hein, ce que j'ai mis là, c'est un exemple. Le but, c'est de montrer que ce que nous demande de faire le décret tertiaire, c'est de construire une feuille de route. Parce que c'est uniquement quand on a cette vision-là, dans le temps, des différentes actions, de leurs coûts, de ce qu'elles apportent comme pourcentage d'économie, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on est capable de savoir où est-ce qu'on se situe, combien ça va coûter et qu'est-ce qu'il faut mettre en place à tel ou tel moment. D'accord? Et c'est là-dessus qu'on peut vous assister, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à construire cette feuille de route, un peu sous la forme qui est ici, qui vous permet d'avoir cette vision combinée du pourcentage d'économie atteint, donc de la conformité au décret tertiaire d'une part, et d'autre part du coût. Mais effectivement, comme disait Vincent, en fonction de l'année de référence, et en fonction de choses qui peuvent être assez simples, en tout cas pas onéreuses, on peut, dans pas mal de cas, atteindre l'objectif. La loi n'est pas mal faite, hein, je pense que c'est bien de le rappeler, Benoît. C'est-à-dire qu'atteindre ces 40%, c'est faisable. Alors, j'en profite, il y a deux, trois questions, Benoît, pour toi. Les bâtiments qui se construisent. Frédéric Martin, merci Frédéric pour cette question. Les bâtiments, il a fait beaucoup de commentaires très intéressants, je n'ai pas pu les reprendre. Les bâtiments qui se construisent en cours d'ici à 2 ans, doivent-ils déjà répondre à ce décret? Donc, oui, ils doivent juste être conçus de telle sorte qu'ils soient en dessous des valeurs absolues qui vont être dans l'arrêté qu'on n'a pas encore. Et donc, il vaut mieux prévoir d'ores et déjà qu'ils soient au top best practice parce que comme le décret des valeurs absolues n'est pas sorti, mais que le décret lui-même est sorti, ils sont concernés par le décret. Sinon, on va se trouver dans la situation où on explique aux locataires, dès la sortie du bâtiment de terre, que là, on doit faire je ne sais pas combien de travaux pour le mettre en conformité. Ce qui est toujours un peu désagréable. Hein. Autre question intéressante sur est-ce que produire de l'énergie, Gilles Recordon, est-ce que produire de l'énergie, panneaux photovoltaïques, est considéré comme une économie d'énergie et comptabilisée dans les 40%? Bon point. Si elle est autoconsommée, ça c'est considéré comme une économie. Si elle est renvoyée sur le réseau, si elle est revendue sur le réseau, elle n'est pas considérée. Ça ne vaut pas. C'est clair. Très bien. D'accord. Très bien. Continue, je t'en prie. Alors, ce que je voudrais ensuite, parce qu'on a très très peu de temps, ce que je voudrais, c'est aller très rapidement sur cette question je vais laisser un peu de côté le carbone, et je vais un peu parler de cette question de répartition du coût entre locataires et propriétaires. Donc, vous vous rappelez, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait une stratégie par rapport à l'actif sur lequel je vous donnais un exemple, d'atteindre nos 40% d'économie en mettant en œuvre d'abord une automatisation des pompes, c'est des exemples, hein, une chaudière à condensation, des LED avec détection de présence et de l'isolant sur le toit.
Et la question qui se pose évidemment, parce que je vous ai dit que tout ça se faisait à coût qui réduit, la question c'est, en fait, le problème c'est que l'économie d'énergie, elle va dans la poche du locataire, et le coût, il est pour le propriétaire en général, puisque c'est souvent lui qui doit faire ces investissements-là. Et logiquement, dans le cadre d'une concertation qui est ce que veut en fait le gouvernement, il faudrait que le propriétaire et le locataire s'entendent sur le fait que le locataire pourrait ou non prendre en charge une partie du coût. Donc là, j'ai simulé ici, qu'est-ce qu'il advient s'il n'y a pas d'entente entre le locataire et le propriétaire, avec ce même programme d'action. Parce que vous voyez, avec les petits pointillés, vous voyez, qui descendent très bas, c'est de quelle manière les charges surfaciques de notre locataire baissent avec le temps si ce programme d'action est là. C'est-à-dire que notre brave locataire, à la fin, il a réduit de 3 € par mètre carré ses charges énergie. Et au même moment, notre pauvre propriétaire, parce que c'est lui qui a tout payé, il a son compte d'exploitation qui est grevé de 1 € par mètre carré par an supplémentaire, lié évidemment à l'amortissement des différents investissements qu'il a fait. D'accord ? Et là, j'ai simulé juste après la même chose, mais en supposant qu'il y ait un accord entre locataire et propriétaire, un accord très simple du genre 50% de l'économie réalisée est reversée par le locataire au propriétaire. Et donc le truc typique qu'on s'imagine qu'on peut mettre dans un bail, bien négocié bien sûr. Et vous voyez que là, ça change tout, parce que qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que notre locataire, effectivement, il s'en met moins dans la poche, il finit à 1,50 € d'économie, ce qui est quand même pas mal quand même. 1,50 € d'économie au mètre carré, c'est pas mal du tout. Mais surtout, notre propriétaire, lui, au lieu d'avoir un coût, il a un gain. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est le type d'outil qu'on a construit dans Systenza qui permet aux gestionnaires de ces biens-là de se projeter dans l'avenir et de réfléchir à leur stratégie, et qui permet aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut partager la charge entre locataires et propriétaires. Voilà. Ouais, effectivement, c'est un point clé, merci Benoît. C'est-à-dire que c'est aussi une discussion entre locataires et propriétaires, à la fois juridique et à la fois technique. Et ni l'un ni l'autre ne peuvent s'exonérer de discuter de tout ça. Je continue sur les questions. Toujours Frédéric Martin, si les années de référence sont 2010, un bâtiment de 2019 n'aura a priori pas grand-chose à gagner. Sans doute, effectivement, si on réussit à trouver, je pense, Benoît, si on réussit à avoir une année de référence 2010, il n'y aura pas grand-chose à faire, c'est ça ? L'année de référence, elle est entre 2010 et 2020. On choisit ce qu'on veut, en fait. D'accord. Je dirais que ça dépend si le bâtiment de 2019 a été bien construit. Alors, si on a une année de référence qui est très antérieure et qui a eu des travaux entre 2010 et 2019, il est fort probable que ces travaux permettent d'atteindre cet objectif de moins 40%. Le problème, c'est que si on ne réussit pas à avoir une année de référence avant des travaux réalisés, c'est surtout ça le sujet. C'est par exemple les LED, qui est vraiment le sujet classique aujourd'hui dans les entrepôts. Quelqu'un qui a fait un relamping et qui se retrouve avec une année de référence postérieure au relamping, un sujet parce que l'action de relamping en LED, qui est assez simple à mettre en œuvre et qui permet de gagner pas mal, finalement, elle ne peut plus être faite, en tout cas pour obtenir ces 40%. C'est ça, Benoît ? C'est exactement ça. Donc il y a un gros enjeu, et je vous dis, c'est surtout dans les entrepôts où vous avez un compteur par locataire. Il y a des questions sur la géothermie. Tu pourrais nous donner, toi qui es un spécialiste de ces sujets, ta conviction sur le chauffage des entrepôts de demain ? Parce que comme on a vu avec Vincent qu'il fallait que le bâtiment soit confortable, qu'il allait être chauffé, on se rend compte qu'il faut baisser de 40% les consommations et que le gaz a un effet en plus CO2 qui est quand même problématique. Quelle est ta conviction ? Et je pense qu'il y a peut-être une analogie avec les centres commerciaux que tu avais faite. Voilà. C'est évidemment une bonne question. Donc, j'ai pas pu vraiment aller dans le CO2. Il y avait une partie de la presse là-dessus, mais pour économiser votre temps, j'ai pas voulu vous l'imposer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà observer qu'un point évident, le gaz naturel émet du CO2, tandis que l'électricité en France, je dis bien, n'en émet pas. Donc, dans un monde où l'urgence climatique est de plus en plus forte tous les jours, c'est évident qu'à un moment, on va vouloir baisser les consommations de gaz.
Point numéro 2, qui n'aura peut-être pas échappé à votre attention, vous avez dû repérer que sur toute une série de nouvelles constructions, notamment en logement individuel neuf, je crois, le chauffage gaz va être interdit à partir dans quelques années. C'est qu'on ne pourra plus installer de chauffage gaz dans un certain nombre de bâtiments. Donc je ne sais pas si c'est déjà le cas pour la logistique, mais c'est déjà le cas pour certains secteurs, et il y a fort à parier que ça va s'étendre. Si on continue, il est certain que, en termes de mode de chauffage, c'est vrai que dans la logistique, on est une très grosse domination du chauffage gaz, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai visité énormément d'entrepôts, et j'ai déjà vu des chauffages, des entrepôts chauffés avec des braves pompes à chaleur RR, et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, c'est quoi une pompe à chaleur RR? C'est très simple, c'est des systèmes qu'on trouve massivement dans les hypermarchés ou dans les supermarchés. Si vous savez, l'espèce de gros cubes métalliques qu'on trouve en général au-dessus des toits des hypermarchés, c'est des pompes à chaleur qui en général ne marchent qu'à l'élec, pas toujours, mais en général ne marchent qu'à l'élec, et qui ont une autre grande vertu, qui n'est pas neutre du tout par les temps qui s'annoncent, c'est qu'ils peuvent climer. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la clim en été. Or, Vincent parlait de confort des occupants. Le confort, c'est un enjeu hivernal, mais bientôt, ça va devenir un enjeu estival, majeur. Si on a une canicule à 40 degrés pendant 15 jours, c'est sûr que les conditions de travail dans l'entrepôt vont s'en ressentir. Donc, je pense qu'il faut sortir de l'idée que le gaz est la seule solution pour chauffer des entrepôts. Il y a des industries, comme par exemple le commerce, où il y a d'autres méthodes de chauffage qui fonctionnent très bien, qui sont éprouvées, qui sont rodées par le temps, et je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. Alors la géothermie est sans doute une solution extrêmement efficace, mais il y a un certain nombre d'endroits où la géothermie n'est pas pratique. Parfois, ça peut être assez cher, tandis que la pompe à chaleur, mon Dieu, c'est la pompe à chaleur RO ou la pompe à chaleur RR, c'est des techniques absolument éprouvées et fiables et qui marchent, et qui sont de coûts très maîtrisés. Et Benoît, pardon. Une réflexion comme ça. Le monde politique, il est ce qu'il est, il évolue et les réglementations peuvent changer en fonction des élections. Aujourd'hui, tu nous dis que la consommation électrique en France n'émet pas de CO2 parce que c'est nucléaire. Or, on sait que le nucléaire n'est pas aimé de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne serait pas dangereux de tout miser sur l'électricité alors qu'à la prochaine élection ou la suivante, on pourrait avoir un gouvernement encore plus écologique qui nous taxera si on utilise trop d'électricité d'origine en général et notamment parce qu'elle est nucléaire? Tu peux. Évidemment, c'est légitime d'avoir cette crainte-là. Il y a un fait objectif. C'est qu'il y a un réchauffement climatique, il est provoqué par l'activité humaine et notamment, principalement par les émissions de gaz à effet de serre. Le gaz émet des gaz à effet de serre alors que le nucléaire n'en émet pas. Donc bien sûr, on peut avoir des gouvernements français qui iront à l'encontre de ce qu'il faut faire pour régler les problèmes climatiques. C'est possible. Mais disons que moi je suis un peu un optimiste et donc j'espère quand même que la raison vaincra et que donc aujourd'hui, objectivement, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, faut arrêter le gaz. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors, ce qui s'est passé en Allemagne ne nous rassure pas tellement. Non, c'est pas rassurant, mais ça s'est décidé à un moment où l'urgence climatique n'était pas la même. Donc j'ai un petit espoir qu'en France, on ne fera pas la même bêtise. Mais c'était une bêtise. C'est une immense bêtise. Et c'est ce que font les Belges aussi. C'est une immense bêtise. C'est stupide. C'est stupide. Ouais, on n'est pas à l'abri de ça chez nous non plus. On n'est pas à l'abri de ça. Non, mais en fait, le sens de ma réflexion est de dire, est-ce que l'entrepôt de demain, alors quelqu'un posait la question, c'est quand l'entrepôt de demain? L'entrepôt de demain, c'est tous les jours, quoi. C'est aujourd'hui, quand on construit un entrepôt, on construit l'entrepôt de demain. Et dans 5 ans, on construira l'entrepôt de demain. Mais est-ce que l'entrepôt de demain, à chaque fois, dans la façon dont on réfléchit, c'est pas un entrepôt qui va au-delà de la réglementation connue? Oui, parce que de toute façon, ça ne va pas s'améliorer. C'est pour ça que je te parle de carbone, Vincent. C'est pour ça que j'ai dit, alors je n'ai pas pu le développer, mais pour moi, il ne faut pas s'arrêter au décret tertiaire, qui est la réglementation connue. Il faut s'intéresser au carbone, qui ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une réglementation en France. Enfin, du moins pas en ce qui concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc,
je pense que si... Ensuite, il y a un aspect Madame Soleil, et je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, et c'est comme ça. Mais je pense que on peut parier sur le fait que les enjeux carbone vont s'accroître et que donc il vaut mieux sortir du carbone. Maintenant, c'est un pari, ça reste un pari. Ça reste un pari. De toute façon, toi aussi, quand tu construis un entrepôt, Vincent, tu fais des choix. Ces choix, derrière, il y a des paris dedans. Et tu peux te tromper dans tes choix. Et comme quand je dis qu'il faut s'éloigner du gaz, je peux peut-être me tromper. Mais je pense que, vu ce qu'on voit sur le changement climatique, c'est un pari qui est plutôt le bon. Mais c'est un pari. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est sur la construction de bâtiments, il faut prendre ces sujets. C'est-à-dire faire une simulation thermodynamique comme on la met en œuvre pour essayer de déterminer le bon niveau d'isolation d'un bâtiment en fonction de sa température de chauffe. Finalement, il y a très peu de gens qui le font. Et Benoît, tu peux le confirmer. Bien sûr. Et en fait, vu ce qu'on se dit là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, il faut se saisir du sujet. En fait, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que il faut se saisir de ces sujets qui ne sont pas si complexes. En tout cas, il y a des gens qui savent s'en saisir. Et il faut s'en saisir parce que sinon, ça va être très problématique. C'est un enjeu d'arbitrage de la part du maître d'ouvrage, ce point-là. Ça doit être arbitré. Et je suis d'accord, Vincent, il y a des paris dedans et on n'est pas sûr de ce que nous réserve le futur. Alors, mais ce que dit Laurent, il a raison, c'est que ça s'arbitre. Benoît, j'ai une question. Dans le cas d'une usine, Philippe Antunès, dans le cas d'une usine, si la partie bureau dépasse 1000 m², c'est toute la consommation de l'usine qui est soumise au décret tertiaire. Je te laisse répondre. Je crois pas. Je veux bien prendre la question comme ça, je n'ai pas encore regardé, mais de mémoire, je crois pas. Je pense que c'est que la partie tertiaire. Parce que théoriquement, les usines sont hors du champ du décret tertiaire. Ouais, c'est pas théorique, ça c'est sûr. Une usine est hors du champ du décret tertiaire, et pour cause, puisque c'est un décret tertiaire. Donc je pense que c'est que la partie tertiaire qui est concernée, mais je veux bien prendre le point pour vérifier. D'accord. Autre question, les aérothermes ou solutions de brassage d'air ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des restrictions Covid. Quelle solution à l'avenir si les restrictions perdurent? Pas facile. Pas facile. Voilà. C'est pour toi. Je sais pas, parce que chauffer un lieu sans faire circuler l'air dedans, Ouais. Si, il y a les radiants. Les radiants ont de tout temps été des solutions assez efficaces pour notamment du chauffage ponctuel dans les entrepôts. En particulier, quand vous avez une ligne de picking dans un entrepôt, une option nette à explorer, c'est l'idée de mettre des radiants juste à l'endroit où il y a le picking, vous voyez. Et ça, c'est une solution qui peut être beaucoup plus économique que de chauffer l'intégralité des cellules. Non, mais on est d'accord avec ça, parce que je découvre la remarque. On n'a pas le droit d'utiliser le brassage d'air en période de Covid? Ça, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas assez au courant des impacts. Aujourd'hui, tous les entrepôts chauffés avec des chaudières gaz ont des aérothermes soufflants. Donc, dans tous les entrepôts, il y a des mouvements d'air. Pour chauffer les volumes, il y a forcément un mouvement d'air. Ouais. Donc, ça veut dire que tous les entrepôts doivent être à l'arrêt. Je ne pense pas que ce soit le cas, oui. Bon, on vérifiera quand même. Ouais. Mais je serais un peu... C'est sûr qu'il y a des enjeux autour du recyclage d'air, c'est sûr. Mais je ne crois pas que... je pense qu'il y a une histoire de sensibilité des différentes RH par rapport à ça. Je pense que toutes les entreprises ne réagissent pas par rapport à ça. Mais je répète, je ne suis pas un expert là-dessus. Vincent? Oui. Tu as d'autres questions ou qui sortent? J'étais déjà en train de vérifier avec un spécialiste cette histoire d'air brassé. Et puis, non, là, j'ai pas de... Il est 18h15, on a encore un quart d'heure, c'est ça? Je ne sais pas si d'autres questions remontent encore. Ah, on a encore un quart d'heure? C'est moi qui suis là. Que ça s'arrêtait. Alors, si ça vous intéresse, je peux parler un peu de CO2, si ça vous intéresse. C'est toi l'invitant, hein, Vincent, donc c'est toi qui dis.
Putain, mais moi j'ai organisé ça à l'arrache comme d'habitude. Donc, moi j'ai une invitation, c'est à 18h30. J'ai encore un quart d'heure, après j'ai apéro. Ce qu'on va faire, on va se faire plaisir, on va regarder un peu le CO2. D'accord? Voilà. Ça vous va? Ok. Voilà. Donc, vous vous rappelez ce graphe-là, donc je nous remets en contexte, d'accord? Vous vous rappelez ce graphe-là où on montrait différentes solutions et on mettait en horizontal le pourcentage d'économie et en vertical le coût. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je fais rentrer dans un graphe comme ça les enjeux CO2 et les enjeux climatiques? Alors, on y a pas mal réfléchi dans Systenza, et voilà ce qu'on s'est dit. On n'est pas les seuls à avoir cette idée-là. Mais on s'est dit, tout le sujet, c'est ce que vient de dire Laurent il y a 3 minutes, tout le sujet, c'est une question d'arbitrage. C'est-à-dire d'arbitrage, de décision d'investissement, je fais pas, et comment j'arbitre. Et en fait, un principe qui a été proposé par un certain nombre d'économistes, et ce n'est pas un mauvais principe, c'est de dire, quand j'arbitre, je fais comme s'il y avait une taxe carbone dont le montant est tel que si cette taxe carbone était imposée partout dans le monde, on atteindrait les objectifs de l'accord de Paris. Donc il y a plein d'économistes qui ont planché là-dessus, et ils ont sorti un chiffre qui est très simple à retenir, c'est que si on arbitre comme si la taxe carbone était de 250 € par tonne CO2, alors, et si tout le monde faisait ça et arbitrait comme ça, alors on atteindrait les objectifs. Donc mettons-nous dans l'esprit d'un maître d'ouvrage qui dit « moi je veux que mes bâtiments y soient alignés accord de Paris », il y a une méthode très simple, c'est d'intégrer une sorte de taxe carbone virtuelle dans les prix. Et vous voyez le graphe que je vous ai montré il y a 2 minutes, vous voyez les petits points orange qui se sont ajoutés, c'est voilà comment évolue chaque point en fonction de ça. C'est-à-dire que vous voyez par exemple que ma fameuse chaudière à condensation dont je parlais tout à l'heure, avant elle était coût neutre. Vous vous rappelez le petit point jaune, vous voyez il est à 0. Et bien vous voyez que si je mets une taxe carbone, elle devient positive, c'est-à-dire que négative, c'est-à-dire qu'elle me fait gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'elle fait plus d'économies parce que je fais plus d'économies en CO2 alors que mon coût est resté constant. Je prends un autre exemple, juste à côté au-dessus, l'isolant. Vous voyez l'isolant, vous voyez que le coût a baissé, parce que comme c'est une économie que je fais en chauffage, ça fait une économie en CO2, donc ça me fait gagner de l'argent. Et je prends dans l'autre sens la LED. Regardez bien la LED. Vous voyez le point jaune, la LED en bas. La LED, en fait, elle fait plus de carbone. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait plus de carbone? C'est que quand j'ai un éclairage plus performant, mon éclairage chauffe moins, entre guillemets, et donc je dois plus chauffer avec ma chaudière. Donc vous voyez que paradoxalement, vous avez beaucoup d'actions, toutes les actions liées au chauffage qui baissent, c'est-à-dire qu'elles deviennent plus rentables sur le plan de l'économie d'énergie, mais vous en avez certaines qui montent un petit peu. Et alors, on peut recalculer la feuille de route de mon fameux entrepôt, en se disant, si j'avais une taxe carbone à 250 € la tonne, comment est-ce que j'arbitrerais? Et alors, regardez ce que ça donne. C'est assez intéressant. Cette feuille de route-là, vous la voyez, vous voyez en orange, vous avez toujours l'évolution de l'économie d'énergie, et vous voyez qu'entre 2020 et 2030, en 2031, j'ai atteint toujours 40% d'économie. Vous remarquez par contre que la ligne bleue, elle est beaucoup moins basse qu'avant. C'est-à-dire, en d'autres termes, mon propriétaire ou mon exploitant, au lieu de gagner pas mal d'argent, il gagne quasiment plus rien, parce qu'évidemment, il a choisi des actions qui sont plus chères. Alors regardons ces actions justement. Vous remarquez que par exemple, la première action qu'il met en œuvre, c'est en 2022 l'automatisation des pompes. Là, c'est comme la fois d'avant. Par contre, remarquez bien qu'il ne met plus en œuvre de chaudière à condensation, mais à la place, il va mettre en place une PAC RO, c'est-à-dire il vire le gaz concrètement. D'accord? En 2024, il retire le gaz. Et en 2028, il met toujours l'isolation du toit à 40 cm. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence dans la stratégie de mon gestionnaire d'actifs s'il intègre les 250 € la tonne, c'est qu'au lieu de mettre une chaudière à condensation et de mettre des LED, à la place de ça, il va mettre une PAC RO. Le résultat, c'est que son coût d'exploitation a baissé de 50 centimes d'euros par mètre carré. Vous voyez, c'est la ligne bleue en 2031 et elle est à moins 0,5. Vous voyez que ma ligne orange est toujours à 40% d'économie, donc c'est une autre stratégie pour atteindre mes 40%. Et le point le plus intéressant, c'est évidemment la ligne carbone, qui est la ligne grise. Et ma ligne grise, vous voyez qu'elle monte à 80% d'économie en carbone, alors que mon autre graphe était à 40% ou 50%. Donc vous voyez que en comparant ces deux graphes, c'est assez intéressant parce qu'on voit que si je me dis, je simule comme si le carbone coûtait rien, j'obtiens une première stratégie, qui est celle-ci, mais comme on a dit tout à l'heure. Et puis si en revanche, je mets ma... Attendez, j'ai un petit souci de connexion.
Vous êtes toujours là, là ouais. Oui. Si en revanche, je simule comme s'il y avait une taxe carbone à 250 €, eh ben, j'ai une autre stratégie, une autre feuille de route de mon actif, et j'atteins des objectifs toujours conformes au décret tertiaire, mais une économie de CO2 bien plus importante. Et je me réfère par rapport à ce que Vincent disait sur l'agilité des entrepôts. Cette réflexion sur l'agilité, c'est aussi une réflexion sur que se passe-t-il si demain, il y a une taxe carbone. Alors bien sûr, il se peut qu'il n'y en ait pas, Vincent, tu as raison de le dire, et moi je ne suis pas Madame Soleil, je ne le sais pas. Mais quand je suis décideur, d'une certaine manière, nous on lui dit, ben, posez-vous quand même la question. C'est à vous de décider, bien sûr, mais posez-vous la question. Et on lui donne des outils pour décider. C'est-à-dire qu'on lui montre ces deux graphes-là, donc celui-ci et celui-là, et on dit, ben, monsieur, qu'est-ce que vous décidez? Benoît, par rapport à la réflexion du départ, oui. Un entrepôt agile, c'est aussi un entrepôt qui fonctionne dans 20 ans. Hein. Oui. Donc, c'est un entrepôt qui a su s'adapter à l'évolution des réglementations pendant les 20 années qui viennent. Voilà. Soit parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires, soit parce que les travaux, on les avait anticipés puisque ça faisait partie du bâtiment d'origine. Voilà. Donc là, on parle d'existants. Donc, tu vois, c'est des travaux que c'est pas que tu les anticipes à la construction, puisque là, je suppose que j'ai un entrepôt existant, mais c'est des travaux que maintenant, je suis en 2021, je me projette vers 2030 parce que je sais qu'il y a le décret tertiaire et je me dis, quelle est ma stratégie, quelle est ma feuille de route? Et là, tu vois que j'ai un choix entre deux feuilles de route possibles. Ok, clair. Tu vois le truc? Et voilà. C'est à ça qu'on veut inviter les gens à réfléchir quand on parle de décret tertiaire. C'est à vous de choisir, mais on vous donne des outils pour choisir. Merci Benoît. Écoute, ça fait 1h20 là qu'on a commencé, donc on est allé un peu au-delà du temps qu'on avait prévu. Moi, j'ai été déconnecté et reconnecté, donc j'espère que ça a fonctionné pour l'essentiel des gens. Désolé pour les problèmes techniques, et notamment Mario qui a été exclu pendant un certain temps. J'espère que ça a été tout de même intéressant. Évidemment, on a des présentations à disposition de tous les participants, à la fois sur le décret tertiaire et sur les aspects techniques de l'entrepôt de demain, très orientés autour du parcours du collaborateur. Hein. C'est un peu ça qu'il faut, je pense, retenir. C'est-à-dire qu'il y a le parcours du collaborateur qui est un peu notre driver sur cet entrepôt de demain et ses problèmes énergétiques. Je te laisse peut-être conclure, Vincent, et puis ensuite on dira au revoir à tout le monde parce que là, ça fait 1h20, je pense qu'on est arrivé au terme. Je vais faire une remarque pour terminer et conclure et qui est limite hors sujet, mais qui pourrait conduire à une autre discussion un jour. Moi, un conseil que je donnerais à tout le monde, aux prestataires, s'il y a des prestataires logistiques qui nous écoutent, ou aux responsables logistiques qui ont des entrepôts à gérer, pour engager vos équipes, pour développer votre chiffre d'affaires, si vous êtes prestataire logistique, il faut en plus de l'agilité des entrepôts, il faut que les entrepôts soient beaux. C'est un terme qu'on utilise peu souvent, mais un entrepôt, quand il est beau, on a plaisir à y venir travailler. Et un entrepôt, quand il est beau, il donne confiance. Et quand nous, clients, on cherche des prestataires logistiques, vous nous faites chier à nous mettre des coques, des gilets jaunes, des casques et des lunettes de sécurité et vous vous apercevez pas que les entrepôts sont pas beaux du tout. Et ça nous donne pas envie du tout. Donc, si demain, vous avez des entrepôts beaux, des entrepôts agiles et des entrepôts avec le personnel engagé, vous développez le chiffre d'affaires de votre société, que vous soyez prestataire logistique ou juste responsable logistique dans une boîte commune. Voilà, c'est mon mot de conclusion, un peu hors sujet. Non, mais je pense que c'est parfaitement dans le cadre. Mais merci à tous, merci à France Supply Chain pour l'organisation. On espère que ça vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas, Céline peut faire le lien pour que France Supply Chain vous envoie l'ensemble des documentations présentées.